Bonjour et bienvenue dans la Semaine de l'écho, émission spéciale bilan de la COP28. Pas de sortie claire du charbon, du gaz et du pétrole, mais un appel à abandonner progressivement les énergies fossiles. Ce mercredi, à l'issue d'âpres négociations, un accord a été trouvé à Dubaï. Un signal fort, mais insuffisant pour certains. Cet accord permettra-t-il d'atteindre la neutralité carbone en 2050 ? L'analyse de nos invités. Après les annonces, comment mettre en œuvre cette transition ? Les États doivent se saisir du texte de l'accord et l'inclure dans leur plan d'action. Ils ont 2 ans pour expliquer comment ils vont procéder. Comment sortir de notre dépendance aux énergies fossiles ? Élément de réponse à suivre. Et si l'hydrogène faisait partie de la solution ? La France mise sur ce vecteur d'énergie fabriqué à partir de l'eau. Stockage, sécurité, coûts, de nombreux défis restent à surmonter. Quel potentiel de développement l'hydrogène vert permettra-t-il de décarboner l'industrie, d'acquérir une souveraineté énergétique ? Antoine Hamon, directeur général délégué de Life, sera notre invité de la semaine. Mais d'abord avec moi en plateau, Concepción Alvarez, rédactrice en chef adjointe du site Novétique, Jean-Louis Chilansky, ancien président de l'Union française des industries pétrolières, et Antoine Laurent, responsable de plaidoyer chez Reclaim Finance. Bonjour à tous les 3 et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Quel bilan tirer de cette COP28 de Dubaï ? Si un accord a bien été trouvé pour aller vers une transition hors des énergies fossiles, pour certains, le texte ne va pas assez loin. Les précisions de nos confrères de France 2. La fin des énergies fossiles vient-elle d'être signée aux Émirats arabes unis en terre de pétrole ? Comme il n'y a pas d'objection, c'est donc acté. Ce matin, après de longues heures de négociations, le président de la COP28 avait le sourire. Nous pouvons être fiers de notre réussite historique. Un compromis a été trouvé entre ceux qui voulaient une sortie claire du charbon, du gaz et du pétrole et ceux qui s'y opposaient. Au final, le texte appelle les États à opérer une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques. Une formule technique, mais certains observateurs y voient le début de la fin des énergies fossiles. Qu'est-ce qu'on n'a pas critiqué cette COP avant son ouverture, que ça allait être une mascarade, et au final, on a le texte le plus ambitieux à ce jour sur les énergies fossiles, qui vraiment dessine un futur décarboné pour l'énergie. Un signal fort, mais encore largement insuffisant pour certains pays, comme les petits États insulaires menacés par le réchauffement climatique. Nous sommes parvenus à la conclusion que le changement de cap nécessaire n'a pas été assuré. Car pour certains États et ONG, ce texte sans date de sortie et sans obligation ne va pas assez loin. Et certes, un pas dans la bonne direction, mais un trop petit pas pour s'en réjouir. C'est-à-dire que ce texte aurait été très ambitieux et à la hauteur de l'urgence si on l'avait adopté il y a 20 ou 25 ans. La COP 29 se tiendra l'an prochain en Azerbaïdjan, un autre pays très dépendant des hydrocarbures. Concepción Alvarez, il aura fallu 31 ans pour que le terme énergie fossile apparaisse dans le communiqué final de la COP. Pour autant, le texte ne prévoit aucune obligation de sortie. Peut-on réellement parler de réussite historique ? Alors c'est historique dans le sens où effectivement on n'avait jamais eu de mention complète des énergies fossiles dans un accord de COP. En cela, c'est une première. Il faut se souvenir qu'on avait eu une réduction progressive du charbon à la COP 26 de Glasgow il y a 2 ans. Donc il avait encore fallu presque 30 ans pour arriver à ça. Donc c'est inédit parce qu'il faut être sincère. Avant cette COP, qui se tenait aux Émirats arabes unis, présidée par un patron de compagnie pétrolière, personne n'imaginait qu'on aurait une mention des énergies fossiles. Il y a eu des versions précédentes de l'accord final qui mentionnaient même une sortie, un phase-out des énergies fossiles. C'était vraiment du jamais vu. On a espéré avoir cette mention. Ça n'a pas été retenu, mais il faut se souvenir que la COP, c'est un processus multilatéral. Il faut avoir un consensus. L'adoption se fait par consensus, on l'a vu avec le pas d'objection. On y va. 197 parties. Donc c'est très difficile d'avoir quelque chose de très ambitieux, sinon personne n'y va. Et là, effectivement, c'est un transitioning away, une transition hors des énergies fossiles, une mention, une formulation qui est floue et qui laisse libre cours à toute interprétation. D'ailleurs, on a Total Energy qui s'est réjoui de cette formulation. On a par ailleurs l'Union européenne qui s'est réjouie également, la France. Donc, une personne du GIEC dans le reportage, François Gemelle. Qui se réjouit.
Donc c'est un signal fort envoyé aux industriels, aux énergéticiens, aux investisseurs, que demain, on commence la fin de l'ère des combustibles. Comme pour l'accord de Paris, le texte ne comprend aucun caractère contraignant. Est-ce que ça suffira à pousser les États, finalement, à sortir des fossiles pour rester sous les 1,5 degré ? En tout cas, on a un texte qu'on peut utiliser, que la société civile peut utiliser, que les médias peuvent utiliser pour faire pression sur les États. Pareil, devant les tribunaux, de plus en plus, on se saisit de l'accord de Paris. On pourra se saisir de l'accord de Dubaï pour autant, on sait que l'accord de Paris, les engagements ne sont pas tenus pour l'instant. Mais on a eu, par exemple, un jugement en France qui a estimé que la France n'était pas dans les clous, et c'est grâce aussi à l'accord de Paris. Donc ces textes-là, ils nous permettent cette pression. Et puis maintenant, tout le travail reste à faire en quelque sorte, puisqu'il va falloir traduire ces engagements dans les plans politiques, dans les NDC, donc ces contributions nationales déterminées, les engagements pour la COP dans 2 ans. La COP 30 au Brésil en 2025. Donc là, ce sera un vrai test, mais on voit déjà qu'il y a des annonces, notamment Crédit Agricole en France, qui sortent des énergies fossiles, en tout cas qui font un pas supplémentaire pour sortir les énergies fossiles de leur portefeuille. Donc il y a quand même des actions qui commencent à se produire. Antoine Laurent, pas de sortie, mais une transition. Est-ce le prix à payer pour embarquer des pays producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite, la Russie, ou même certains pays africains qui misent sur les fossiles pour se développer? On sent qu'effectivement l'exercice est extrêmement difficile quand on est sur un accord multilatéral avec autant de parties, quasiment la Terre entière. On peut difficilement espérer, surtout dans les conditions dans lesquelles cette COP s'est tenue, avoir un texte ultra ambitieux. Vous voulez dire le fait que ce soit tenu à Dubaï, pays pétrolier? Oui, enfin voilà, ça a été mentionné, le fait qu'un contexte où il y avait une forte présence des lobbies pétroliers, où il y avait, qui était présidé par quand même le président d'une grande compagnie pétrolière nationale, ADNOC, qui est une compagnie très importante sur le marché de l'énergie. Voilà, pour bien comprendre les limites de cet accord, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas aller vers le phase-out? C'est qu'on est sur une transition à échéance inconnue, à rythme inconnu. Alors certes, ça donne une direction et ça dessine potentiellement cette direction, comme le disait François Gemène, mais sans aucune précision. Ça laisse la place à tout un tas de manœuvres et une marge de manœuvre pour le secteur des énergies fossiles pour continuer de persévérer, notamment sur le gaz, qui est considéré comme une énergie de transition, et aussi sur les questions de capture et de stockage de carbone pour... Et ça, c'est pas une bonne chose, que le gaz soit considéré comme une... Non, le gaz est une énergie fossile. Alors certes, là, pour la première fois, et c'est complètement historique, que toutes les énergies fossiles ont été mentionnées dans ce texte, mais il y a une espèce d'astérix, on va dire, qui dit que le gaz peut toujours être utilisé, entre guillemets, pour perpétuer le rythme. Jean-Louis Chélinski, on l'a dit, on a assisté lors de cette COP à une surreprésentation du lobby pétrolier à Dubaï. Ils étaient environ 2500. Et pour la première fois, le patron d'ExxonMobil a même fait le déplacement. Vous diriez qu'ils ont réussi à gagner du temps avec cet accord. Ils ont bel et bien gagné la bataille des fossiles. On va revenir sur le lobby pétrolier parce que ça, c'est un vrai fantasme. Mais pour parler du résultat de la COP, je dirais que c'est un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein, selon que le regarde d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que les énergies fossiles sont mentionnées pour la première fois, vous l'avez dit, mais c'est vrai aussi qu'il n'y a pas d'obligation et qu'on parle de transition. Donc vous êtes plutôt dans le verre à moitié vide ou dans le verre à moitié plein? Ça dépend qui vous êtes. En tant que représentant du lobby pétrolier? Oui, moi je dirais que c'est un verre à moitié plein. En tant que pétrolier. Selon l'Organisation météorologique mondiale, 2023 serait l'année la plus chaude jamais enregistrée. Est-ce qu'on a encore le temps d'attendre? Non, on n'a pas le temps d'attendre, mais en même temps, il y a un gouffre gigantesque, mais alors gigantesque, entre ses intentions et la réalité. Et ça n'est mentionné nulle part. Cette année en 2023, on va consommer plus de pétrole que jamais. 102 millions de barils de jour. Et cette année, en 2023, on va consommer plus de charbon que jamais. Donc il y a un écart considérable entre les intentions et la réalité. Entre les intentions et la réalité, entre le déclaratif, en quelque sorte, et la réalité de la consommation.
la réalité de la consommation. Et ça, ce gouffre-là, je ne sais pas très bien aujourd'hui comment on va le combler. On va y venir dans un instant. Concepción Alvarez, je voulais d'abord revenir sur le fait que 130 pays réclamaient une sortie des énergies fossiles. Parmi eux, les plus vulnérables, on les a entendus, les États insulaires. Le coup de maillet de Sultan Al-Jaber a été donné alors même que leurs représentants n'étaient pas encore dans la salle. Comment faut-il l'interpréter? C'est un acte manqué? Ça montre que le consensus était fragile et qu'il fallait aller très vite. De toute façon, la représentante des États insulaires a dit qu'elle n'aurait pas fait d'objection. En fait, c'est le seul moyen qu'il n'y ait pas d'accord, c'est qu'un État fasse objection. C'est quand même très rare. Mais enfin, c'est quand même symbolique. Et donc ensuite, chaque État a eu le loisir de faire part de ces remarques. Et on a vu les pays du Sud vraiment déçus. Enfin, pour eux, c'est terrible parce qu'ils ont besoin d'une sortie des énergies fossiles, ils en avaient besoin et surtout, ils appelaient à un calendrier différencié, ce qu'on n'a pas du tout dans l'accord. Entre pays développés et pays en développement. Et pays en développement, effectivement. La COP28, on s'en souvient, elle avait pourtant commencé en fanfare avec cet accord surprise sur les pertes et dommages. Les promesses de dons ont-elles suivi ? Alors, on a eu un total de 800 millions de dollars. Il faudrait 1000 fois plus pour faire face aux dégâts conséquents du changement climatique. Donc, c'est un tout petit pas. Ça concrétise ce fonds pertes et dommages qui a été lancé l'année dernière, qui avait été demandé pendant 30 ans par les pays du Sud. Donc tout ça est très inédit, mais enfin on est très loin du compte. Et parmi les contributeurs, on a les Émirats arabes unis, certes, beaucoup de pays développés, mais aucun pays en développement ou à revenu intermédiaire. Donc c'est aussi problématique. Alors après l'accord, c'est donc aux États, on l'a dit, de se saisir du texte pour l'inclure dans leur plan de transition. Ils ont 2 ans pour expliquer comment ils vont appliquer cette décision. Comment sortir des énergies fossiles? Élément de réponse. Gaz, charbon, pétrole, la fin des fossiles envisagée par la COP est-elle encore loin? Où en est notre consommation? Est-elle en hausse? Elle a même explosé. Depuis la révolution industrielle, la production de pétrole, charbon et gaz a augmenté de façon exponentielle. Même si cette hausse a un peu ralenti ces dernières années, les fossiles représentent encore 82% de l'énergie que l'on utilise. On envisage une stabilisation vers 2030, pas avant malheureusement, alors qu'il faudrait que d'ici 2030, les émissions diminuent de plus de 40%. Donc on est loin du compte, c'est maintenant qu'il faut agir. Alors à quel point faudra-t-il baisser la production? Voici les prévisions des États d'ici 2050 selon l'ONU. Et voici la production maximale de fossiles qu'il ne faudrait pas dépasser pour rester sous les 1,5 degré de réchauffement. Un fossé. L'enjeu pour arriver à limiter le réchauffement, c'est de faire en sorte que les émissions de CO2 et leur cumul cessent d'augmenter. Donc ça n'est pas compatible avec la poursuite de l'exploration, de l'exploitation de nouvelles sources fossiles. Alors quelle solution? Les renouvelables et le nucléaire pourront-ils prendre le relais des énergies fossiles? À la COP28, pour la première fois, le nucléaire est mentionné dans le texte final comme un moyen de décarboner l'énergie. Surtout, les États se sont engagés à multiplier par 3 les énergies renouvelables d'ici 2030. Le déploiement des renouvelables est quelque chose qui s'accélère extrêmement fort parce que les prix de ces énergies ont beaucoup baissé. Maintenant, on voit que les situations sont contrastées. En France, on a du mal à déployer comme on le voudrait ces énergies renouvelables. Dans d'autres pays européens, ça va plus vite. Le texte final prévoit aussi d'améliorer l'efficacité énergétique au niveau mondial, le développement de l'hydrogène et le captage du carbone. Antoine Laurent, avant de revenir sur les solutions, il y a 2 ans, à Glasgow, une réduction progressive du charbon avait été actée. Seulement, voilà, la planète n'a jamais consommé autant de charbon, 8,530 milliards de tonnes cette année, selon l'Agence internationale de l'énergie. Il faut dire que c'est une énergie facilement accessible, bon marché. Peut-on vraiment se passer du charbon ? C'est une question, alors d'un point de vue technologique, oui. C'est pas le charbon qui sert aujourd'hui principalement à la production d'électricité ou pour aider des industries à produire des choses avec une forte énergie-intensité. Et d'un point de vue économique ? Mais voilà, tout l'enjeu, c'est l'aspect économique et aussi géopolitique. Il y a une nécessité pour les États, vous disiez comment on arriverait demain à transposer toutes ces décisions multilatérales au niveau national, c'est une nécessité pour les États de ne pas simplement subir la loi du marché et de laisser le marché faire, parce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité à faire en sorte que toutes ces activités brunes, qui posent un énorme problème sur le plan économique, soient défavorisées et que l'ensemble de l'économie puisse bouger vers des solutions plus vertes.
que ce soit sur le plan purement financier, c'est-à-dire faire en sorte que les acteurs financiers qui alimentent le développement de ces énergies fossiles soient tentés de se détourner des énergies brunes pour aller vers le vert, et puis après, tout le reste de la chaîne de valeur jusqu'au consommateur final qui se doit de pouvoir être encouragé. On a vu justement une banque française faire des annonces précisément cette semaine. Le Crédit Agricole acte de sa transition hors des fossiles, la deuxième banque française, de par sa capitalisation boursière. Elle a annoncé qu'elle cesserait de financer tout nouveau projet d'extraction. Elle compte parmi ses clients Total. C'est quoi? Vous diriez que c'est une pionnière? Alors, Crédit Agricole a fait des annonces intéressantes, effectivement, de dire on arrête de financer des projets directement. Il faut relativiser un peu l'annonce parce qu'elle continuera de financer les entreprises qui développent ces projets, et ce qui peut représenter, pour ce qui est par exemple de l'extraction pétrolière, à peu près 80% des sources de financement pour ces projets-là. Donc le gros du problème n'est pas du tout réglé. Après, les banques françaises sont relativement en avance par rapport à leurs concurrentes internationales, et tant mieux. La BNP Paribas, la Société Générale aussi ont pris des engagements... Mais justement, par rapport aux autres banques peut-être étrangères qui, elles, ne se privent pas de continuer à investir dans les énergies fossiles, est-ce qu'elles ne se privent pas d'une certaine façon d'une manne importante? C'est un renoncement pour les banques françaises d'aller sur ces marchés qui sont extrêmement profitables. Après, voilà, déjà, il y a un choix politique qui est fait de leur part et qui est tout à fait raisonnable, et on ne peut que l'encourager. On ne peut pas toujours laisser la course au profit supplanter toutes les autres préoccupations sociétales et environnementales. Et après, il faut quand même se poser la question qu'il y a énormément d'investissements et de financements qui sont faits dans les énergies fossiles qui ne sont pas forcément très judicieux sur le plan économique à long terme. Et il y a beaucoup d'infrastructures gazières, pétrolières ou même de charbon qui, potentiellement, dans quelques années ou dizaines d'années, vont perdre énormément de valeur, et les financiers qui étaient derrière leur développement pourraient potentiellement s'exposer à des risques de dépréciation d'actifs qui les mettraient en difficulté. À quelle échéance ? Alors c'est là où il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui les acteurs financiers ils regardent le profit à court terme, à horizon quelques années, et la dépréciation d'actifs qui pourrait arriver, ce qu'on peut appeler les actifs échoués, ce sera plutôt à horizon 15, 20, 30 ans. Jean-Louis Chilinski, outre le gain économique immédiat, est-il encore nécessaire d'investir dans de nouveaux gisements de charbon, de pétrole ou de gaz? Attendez, je vais revenir sur le charbon 2 secondes. On peut résoudre le problème du charbon très rapidement. Il suffit de prendre du gaz naturel. Alors bien sûr, c'est une énergie fossile, mais elle émet énormément moins de CO2 que le charbon. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que c'est plus cher. Et donc le problème, il est fondamentalement économique. Pourquoi est-ce que la Chine continue de consommer autant de charbon qu'elle le fait? C'est parce qu'elle le produit dans avec des coûts très bas, et elle ne passe pas au gaz naturel. Donc c'est une solution de facilité économique. Bien sûr, la dimension économique est fondamentale dans cette affaire. Et elle est fondamentale pourquoi? Parce que si la Chine, par exemple, qui est le plus gros consommateur de charbon au monde, passe au gaz naturel, ça va renchérir le coût de l'électricité. Et ensuite, ce sera sa compétition industrielle qui sera menacée, et ce seront les Chinois qui payeront plus cher l'électricité, avec les problèmes politiques que cela pose. Donc, ce sont des sujets compliqués du fait de l'économie et des répercussions sociales. Concepción Alvarez, le fonctionnement nécessaire pour aider les pays en développement à abandonner ces combustibles fossiles, notamment le charbon, est-il au rendez-vous de cette COP? Non, mais c'est vraiment l'autre grosse lacune de la COP 28, c'est qu'on a très peu parlé de financement. On a laissé ça pour la COP 29 qui se tiendra en Azerbaïdjan l'année prochaine. Et alors le problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas demander aux pays en développement de continuer, de sortir des énergies fossiles ou de ne pas aller dans les énergies fossiles pour se développer s'ils ne sont pas financés. En revanche, leur dire qu'ils peuvent utiliser du gaz plutôt que des énergies renouvelables, c'est encore les enfermer sur 40 ans d'énergie fossile, alors qu'on va pouvoir, on peut technologiquement réussir à faire la transition avec les énergies renouvelables. Simplement, on a besoin de financement. Et on a besoin de financement privé. C'est pas du gaz par rapport aux renouvelables. La Chine, elle développe considérablement ses renouvelables. Elle multiplie par un facteur, je sais pas, 5 ou 7. Mais elle continue à ouvrir des mines de charbon toutes les semaines. Mais elle a besoin... Mais ça ne veut pas forcément dire que ces centrales à charbon vont fonctionner tout le long de la durée de vie prévue. C'est simplement pour éviter un blackout aussi. C'est aussi pour ça que la Chine c'est pour combler des besoins actuels. Mais elle a besoin aujourd'hui, et elle déploie plus de centrales à charbon qu'elle n'en a jamais déployé, parce que la consommation d'électricité chinoise est considérable. Donc ils font les deux. Beaucoup de renouvelables et beaucoup de centrales à charbon. Antoine Laurent, que peut faire l'international pour aider les pays dépendants du charbon? Il y a une initiative française.
Oui, la France, avec d'autres pays, les États-Unis, l'Union européenne, le Vietnam et quelques autres, fait en sorte de trouver un mécanisme financier pour accompagner la sortie du charbon. Alors déjà, arrêter de développer de nouvelles centrales, parce qu'il y a un gros problème, on a suffisamment, beaucoup d'infrastructures qui émettent du CO2, et potentiellement, il y a des projets de nouvelles infrastructures qu'il faudrait absolument empêcher, parce qu'après, une fois qu'une centrale est construite aujourd'hui ou l'année prochaine, c'est pour 60 ans. Ensuite, il y a le gros problème, qui est aussi un problème économique, de comment est-ce qu'une centrale qui avait une durée de vie initiale de 50 ans et qui a été financée pour cela, on cherche à la fermer au bout de 20 ans ou 30 ans de durée de vie et qui, du coup, on n'arrive pas à retrouver l'investissement. Et ça, les pouvoirs publics sont obligés d'intervenir parce que le marché seul ne peut pas le faire. L'initiative prise par Emmanuel Macron est plutôt bonne. Après, on va voir dans quelle mesure ça va se traduire, parce qu'on a l'habitude des annonces d'Emmanuel Macron qui ne se concrétisent pas par les actes. Mais en tout cas, il y a un semblant de feuille de route qui est mise en œuvre. Je voulais juste donner un petit bémol sur ce qui a été indiqué par rapport au gaz. Le gaz est souvent défendu comme une énergie bas carbone, et c'est sur ce terme-là qu'elle est inscrite dans l'accord de la COP28, qui peut supplanter le charbon notamment pour, soi-disant, réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre liées au charbon. Bémol, parce que ça dépend beaucoup de la manière dont est fait le gaz et à quoi il va servir. Je prends un exemple. Lorsqu'un gaz, un gaz fossile qui est produit aux États-Unis, qui est du gaz de schiste pour la plupart, donc par fracturation hydraulique, qui est exporté, qui dépense beaucoup d'eau, qui dépense énormément d'eau, avec beaucoup de fuites de méthane et d'autres types de gaz, qui est ensuite envoyé sur des terminaux d'exportation de GNL au Texas, qui ensuite traverse l'Atlantique, arrive en Europe, est regazéifié en Europe et ensuite part dans des gazoducs qui vont dans des centrales à gaz. En fait, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on s'est rendu compte, il y a des recherches qui sont maintenant très sérieuses, qui disent que le bilan carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur est peut-être équivalent au charbon. Oui, et ça, il faut faire très attention. Quand on a du gaz qui vient de Russie à travers un gazoduc et qui va directement de centrale à gaz, là, pour le coup, on peut avoir un facteur de division par deux des gaz à effet de serre. C'est de ça dont il s'agit. La stratégie de la Russie, vous le savez bien, c'est d'approvisionner la Chine par gazoduc et éviter les sanctions de l'Union européenne et de continuer à vendre leur gaz à un prix élevé et avec un bilan carbone plus bas. Le gaz naturel, ce n'est pas la solution dans 30 ou 40 ans. Ça peut être une solution provisoire par rapport au charbon pour diminuer les émissions de CO2. Alors, d'autre part, il reste énormément de fossiles sous terre, de quoi tenir de nombreuses années. On peut se dire que les entreprises ont tout intérêt à profiter de cette manne, à ne pas rester assises dessus. Oui, le nerf de la guerre aujourd'hui, nous, chez Reclaim Finance, on travaille à essayer d'encourager les acteurs financiers à prendre des mesures sur les énergies fossiles. Quelle est l'étape à prendre dès ce soir, pas après-demain? Vraiment maintenant, c'est d'arrêter de développer de nouveaux champs pétroliers, gaziers ou de nouvelles centrales à charbon. Parce qu'effectivement, on a déjà des ressources d'hydrocarbures disponibles qu'on est déjà en train d'exploiter, avec lesquelles on peut tenir pendant des décennies. Et l'Agence internationale de l'énergie, qui a fait plein de projections, qui nous dit oui, on peut tout à fait réduire notre consommation d'énergie fossile avec les réserves existantes. Donc là, il y a une première mesure qu'il faudra absolument que l'on prenne, et j'ose espérer qu'un jour, peut-être dans une COP, ce soit dans un accord, de dire on arrête de développer de nouveaux champs pétroliers ou gaziers. Ce serait déjà une belle avancée. Et après, il faut qu'on se pose la question de comment justement fermer l'exploitation des champs existants à un rythme soutenu. Je comprends très bien ce que vous dites. Le risque, et il est pas mince, c'est de ne pas avoir la production pour satisfaire la consommation. Si vous arrêtez de produire aujourd'hui le pétrole qui est consommé, il va y avoir une conséquence immédiate, c'est l'augmentation du prix. On est à 80 ou 90 dollars, enfin 80 dollars le baril aujourd'hui. La limite du prix est inconnue si on ne produit pas la consommation. Réel, Antoine Laurent ? Je ne pense pas. Franchement, il faut relativiser cette menace qui est brandie parfois par l'industrie pétrolière et dont vous portez la voix ici. C'est une menace classique souvent de dire « Oh là, attention, panique à bord, ça va être la crise économique ». On a déjà une transition énergétique qui est en route avec, on le constate en Europe par exemple, une baisse de la consommation des énergies fossiles, notamment l'an dernier. Bon, pas uniquement pour des raisons de volonté politique, mais aussi parce que l'hiver a été relativement doux. Mais on a vu le gouvernement qui, là, tout d'un coup, à cause de l'inflation sur les prix de l'énergie, a pris des mesures de sobriété et a appelé les citoyens à faire preuve, et aux industriels à faire preuve de sobriété. Donc on est capable
par de la volonté politique, il faudrait en faire beaucoup plus évidemment et notamment accompagner, mais de réduire notre consommation. Et après, ce n'est pas simplement réduire à la marge, c'est aussi changer complètement notre façon de produire, de nous déplacer, de produire de la nourriture, etc. pour que tout doucement, on arrive à réduire considérablement notre dépendance aux énergies fossiles avec d'autres alternatives. L'Agence internationale de l'énergie dit quand même qu'on va avoir un pic de la demande en pétrole au cours de cette décennie. Et on voit que les politiques publiques, en tout cas en Europe, avec le Green Deal, vont vers une sortie des énergies fossiles. Je dis pas et on va vers une baisse de la consommation énergétique. Mais on ne sort pas par la baisse de la production, on sort par la baisse de la consommation. C'est ça la clé. C'est vrai que dans un pays développé comme la France... de la demande. Même avant. C'est la demande le problème. C'est vrai que dans un pays comme la France, on peut faire beaucoup d'actions, et le gouvernement français en fait pas mal, sur le chauffage, sur les voitures électriques, sur tout un tas de leviers qui font qu'en fait la consommation de pétrole en France diminue. Mais c'est un cas particulier. Le problème, c'est dans les pays qui se développent. Le problème, c'est la Chine, c'est l'Inde, qui ont une consommation de pétrole et de charbon qui est en augmentation. Oui, Antoine Laurent, ces pays africains, l'Inde, ils ont légitimement le droit à profiter à leur tour de la société de consommation. Bien sûr, il n'est en rien question de leur empêcher de se développer et de satisfaire des besoins en énergie qui permettraient d'industrialiser leur pays, parce que d'un point de vue commercial et de souveraineté, c'est important de pouvoir s'industrialiser soi-même et ne pas dépendre du commerce international qui malheureusement n'est pas en leur faveur. Mais industrialiser un pays ne veut pas dire s'enfermer dans 50 ans d'énergie fossile. Il y a plein de manières de se développer de manière avec les énergies renouvelables d'une part sur l'aspect technologique, mais aussi la façon dont on organise notre économie, de ne pas être sur des industries ultra intensives sur le plan énergétique. On peut avoir ce qu'on appelle les smart grids, ou des off-grids, c'est-à-dire le fait d'avoir des foyers qui arrivent à avoir leur propre indépendance énergétique et ne pas dépendre de grosses installations, ou voire même de l'importation. On peut y arriver. Et il y a un énorme, je finis juste là-dessus, priorité absolue aujourd'hui, ça n'est pas une question encore vraiment de source énergétique, de technologie, mais d'abord d'accès à l'énergie. Il y a un énorme problème pour ces pays en voie de développement pour passer le cap de sortir de la pauvreté, pour espérer pouvoir vraiment se développer, c'est d'accéder à l'énergie. Et ça, on n'est pas sur un débat sur est-ce que c'est fossile ou pas fossile, c'est vraiment les infrastructures et le développement des économies. Je vous laisse terminer votre phrase. Non, pour décarboner l'énergie, l'accord préconise une accélération vers des technologies bas carbone, énergie renouvelable, nucléaire, captage et stockage de carbone. Ce sont des solutions qui n'ont pas vraiment à voir les unes avec les autres. Est-ce que c'est le bon mix énergétique ? Alors, effectivement, il y a un risque, et ça, l'accord qui a été donné à la COP28 ouvre ce risque-là, qui n'est pas nouveau, et on sait d'où il vient, de se dire, on sort des énergies fossiles, à un rythme certes inconnu, mais on va vers cela, et on se tourne vers d'autres solutions. Et c'est là où il y a un deuxième risque, c'est un peu la face cachée de la transition, c'est de s'engouffrer dans des fausses solutions qui, en fait, nous enferment dans de nouveaux problèmes. Le captage de carbone, aujourd'hui, on dit oui, c'est simple, si on continue d'avoir des centrales à charbon, par exemple, qui sont avec du captage de carbone, c'est top parce qu'on peut faire de l'électricité pour pas cher avec de l'énergie qu'on a dans le coin, mais on arrive à empêcher le CO2 de sortir. Le problème, c'est que cette technologie n'a pas fait ses preuves et qu'on pourrait... Vous êtes d'accord, Jean-Louis ? Oui, c'est vrai. Non seulement elle n'a pas fait ses preuves, mais elle est très coûteuse. Et très énergivore. Et donc, ça renchérit le prix de l'électricité produite. Donc, c'est probablement pas la solution miracle. Avec ça, je suis d'accord. Les États se sont engagés à multiplier par 3 les énergies renouvelables d'ici 2030. Concepción Alvarez, est-ce que vous y croyez ? On voit que la France est encore très loin du compte. Alors effectivement, la France était en retard. C'était le seul pays en 2020 à ne pas avoir atteint ses objectifs au sein de l'Union européenne. La France a pris les devants. Elle a adopté une loi d'accélération sur les énergies renouvelables. Alors il y a beaucoup de contestations sur l'éolien terrestre. Du coup, on mise davantage sur l'éolien en mer. Mais on voit là aussi que c'est très lent. Et sur le solaire, on va essayer vraiment... Le but du gouvernement, c'est d'essayer de capitaliser sur toutes les toitures et de réussir à mettre des panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures. Mais plus globalement, cet objectif de triplement des énergies renouvelables, les spécialistes nous disent qu'il est complètement réaliste, mais qu'il a besoin de financement. Et pour revenir sur les pays africains, par exemple, Fatih Birol, le patron de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie, dit très bien que ce serait OK que les pays africains utilisent encore un peu de gaz pour s'industrialiser et que ça aurait un effet vraiment minime sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'important, c'est vraiment que les pays riches, les pays déjà développés, sortent des énergies fossiles. Pour eux, pour les pays en développement, c'est un véritable enjeu, mais la conséquence sur les émissions de gaz à effet de serre
serre serait finalement assez réduite. Donc il faut leur laisser le temps de se développer et nous, pays riches, sortir réellement des énergies fossiles. Ce qu'on fait la France parle de 2045-2050, il faudrait aller bien plus vite. Tout ça donne l'impression qu'il y a une solution miracle. Ah non, il n'y en a pas une seule. Il n'y a pas de solution miracle. L'éolien, ça n'est pas une solution miracle. Même l'éolien en mer, qui est très compliqué et très coûteux. Et puis, vous avez bien vu les réactions des riverains dans l'éolien terrestre. Donc, c'est... Bien sûr qu'il faut faire de l'éolien, bien sûr. Il faut coupler les solutions et réduire notre consommation d'énergie. Ça n'a été évoqué nulle part. Et alors il faut réduire notre consommation d'énergie. Avec ça, je suis tout à fait d'accord. Et si l'hydrogène faisait partie de la solution? La France mise sur l'hydrogène vert fabriqué à partir de l'eau. Il s'agit de séparer les atomes d'hydrogène et d'oxygène grâce à l'électrolyse, procédé qui implique de produire de l'électricité à partir d'énergies non émettrices, renouvelables ou nucléaires. Ce vendredi, l'entreprise française Life inaugure une unité de production en Bretagne, destinée notamment à alimenter une partie des besoins du réseau des transports en commun alentour. Pour en parler, son directeur général délégué est avec nous. Antoine Hamon, bonjour. Bonjour. 10 millions d'euros d'investissement pour une énergie fournie à partir de l'électricité produite par 6 mâts éoliens, un procédé coûteux qui nécessite beaucoup d'eau. Aujourd'hui, l'hydrogène est-elle compétitive? Est-ce que c'est un investissement rentable? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Est-ce que c'est un investissement rentable? Ce qui est important de regarder, c'est les trajectoires. Donc j'ai écouté avec intérêt le débat précédent. La question, c'est de savoir vers où on va d'un point de vue environnemental et comment on est capable de décarboner notre industrie, notre mobilité par la suite. Alors, je suis aussi d'accord avec les débats précédents, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle. Il ne faut surtout pas croire aux solutions miracles. Il va falloir passer par des réductions de consommation d'énergie, mais il restera toujours de l'énergie à consommer. Dans cette énergie à consommer, il faut savoir ce qu'on en fait, comment on la trouve. Et donc, on peut avoir de l'électrification directe. Ça, c'est possible dans certains cas. Et dans certains autres cas, on ne peut pas se passer d'avoir un carburant quelconque qui ne pourra pas être de l'électrification directe. Et donc là, il nous faut un gaz pour remplacer partout où on utilise du gaz et du pétrole. Et c'est là où l'hydrogène a sa place. Et l'hydrogène, il faut effectivement bien le produire, donc à partir d'eau et d'électricité renouvelable, parce que si on le produit à partir de gaz naturel, on ne fait que transposer le problème quelque part d'autre. Donc en fait, la question, elle est surtout... est-ce qu'on va dans cette transition pour décarboner? Et pour moi, la question, elle est même pas de, elle est nécessaire. On sort de la COP, on sait que les coûts pour la société, les coûts pour l'humanité, de rester dans ce modèle pétrolier et ce modèle fossile seront beaucoup plus élevés que les coûts dont on parle aujourd'hui. Mais ce qu'on disait, c'était aussi que c'était très rentable à court terme, ce modèle pétrolier. Il reste extrêmement rentable aujourd'hui, en tout cas pour les entreprises. D'où ma question, à quelle échéance allez-vous être rentable? Alors aujourd'hui, nous, on a donc déjà le site dont vous parlez qui est en inauguration aujourd'hui. On a un autre site qu'on a inauguré la semaine dernière, mais on a un site qui est en exploitation depuis 2 ans. Et ce site, on livre différents clients, dont des bus. Et si vous êtes en Vendée, vous pouvez aller faire le plein, par exemple, pour votre voiture, ce qui parle à tous les consommateurs, pour à peu près le même tarif que le plein que vous faites pour votre voiture à diesel. Donc votre véhicule coûte un peu plus cher, évidemment, parce qu'il est fait en beaucoup moins de quantité. Par contre, vous faites le plein pour le même prix. On alimente aussi des stations, des chariots élévateurs, un site de chariots élévateurs pour lequel on a aussi un équilibre de prix. Donc dès aujourd'hui, on a un équilibre de prix. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, à court terme, on ne paye pas le vrai prix des choses. C'est-à-dire qu'on paye le prix d'aujourd'hui sans anticiper les coûts de demain. Ce qui ne se fait pas en général dans une entreprise. On anticipe toujours ce que ça va nous coûter demain. Et aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est pour ça qu'on ne paye pas le vrai prix. Si on payait le vrai prix, l'hydrogène, aujourd'hui, serait déjà beaucoup moins cher que les énergies fossiles. Alors, votre entreprise compte de nombreux autres projets, notamment avec de l'électricité fabriquée par des éoliennes en mer. En France, on l'a dit précédemment, il y a une forte opposition à ces projets d'éoliennes. Est-ce que le développement, ce développement d'éoliennes en mer est très marginal? Est-ce que ça vous inquiète? Alors, il va falloir développer massivement les énergies renouvelables, on est d'accord. La lenteur nous inquiète forcément, mais nous inquiète surtout à titre personnel, pas à titre d'entreprise. À titre personnel, le changement doit arriver rapidement. C'est plutôt pour nos enfants qu'on doit tous s'inquiéter, plus que pour nos économies.
Et donc aujourd'hui, l'avantage de l'hydrogène et des solutions qu'on propose, notamment un prototype qu'on a mis en mer l'année dernière au large de Saint-Nazaire, c'est de produire de l'hydrogène directement offshore. Ça répond à plusieurs problématiques, notamment la proximité de ces éoliennes offshore de la côte, parce qu'aujourd'hui on est proche de la côte, parce que ça coûte extrêmement cher de ramener l'électricité sur le réseau. Aujourd'hui on sait ramener, vous parliez tout à l'heure de pipeline qui arrivent de Russie, on sait faire des pipes sur des milliers de kilomètres, et on n'a pas le même problématique que l'électricité, d'autant plus qu'on a une flexibilité en termes de stockage qui est plus importante. Donc grâce à l'hydrogène et grâce à la production de l'hydrogène en mer, on va pouvoir utiliser beaucoup plus de zones d'éoliennes en mer, et donc développer massivement ces énergies. Mais bien sûr, il faut des fonds, bien sûr, il faut une volonté politique, et aujourd'hui, cette volonté politique, on est obligé de l'avoir si on veut donner un espoir à nos enfants pour le futur. Et dans quelle mesure on a bien compris que vous aviez des subventions, que vous étiez soutenu, aussi bien j'imagine au niveau de l'État que de l'Union européenne, que de la région. Dans quelle mesure l'hydrogène verte pourra-t-elle aider à décarboner l'industrie? Alors aujourd'hui, juste pour donner un chiffre, aujourd'hui on fait à peu près 90 millions de tonnes d'hydrogène à partir d'énergie fossile. Donc déjà ça fait à peu près l'équivalent de 900 millions de tonnes de CO2 par an. Donc ça c'est déjà des choses qu'on peut faire très rapidement. Ensuite, derrière, on peut décarboner l'ensemble de la chaîne, partout où on utilise des énergies fossiles. Globalement, dans les molécules d'énergie fossile, il y a de l'hydrogène. Donc, on peut combler ces énergies fossiles par de l'hydrogène partout où c'est en utilisation. C'est une histoire d'investissement et de temps. Le plan hydrogène français, il mise davantage sur une production à base d'électricité nucléaire. Est-ce que vous allez vous y mettre aussi ? Alors aujourd'hui, les règles européennes sont assez claires sur ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Il faut effectivement avoir des énergies renouvelables dans une zone, dans une temporalité pour considérer que notre hydrogène est renouvelable. Donc c'est assez clair et nous, on sera 100% compatible avec la réglementation européenne. Il nous reste très peu de temps. Je voudrais faire réagir les personnes en plateau. Faut-il s'attendre à une révolution grâce à cet hydrogène vert dans les transports, l'industrie ou même le stockage d'électricité ? C'est un atout parmi d'autres et il faut aller chercher tout le potentiel de l'hydrogène vert, c'est clair. Mais encore une fois, il faut réussir aussi à relativiser ce potentiel parce que la technologie, elle existe, même s'il y a encore quelques progrès à faire. Derrière, c'est tout le modèle économique qu'il faut réussir à changer et aussi le modèle juridique. L'hydrogène est très intéressant parce que ça transforme de l'énergie intermittente, type éolien ou photovoltaïque, en énergie stockable. Et donc, c'est un avantage absolument majeur. Le problème, c'est le coût. Concepción Alvarez. Moi, je tiens à rappeler, alors, encore une fois, qu'il n'y a pas de solution unique, qu'il faut une palette de solutions. Le problème de l'hydrogène, c'est qu'il a besoin de beaucoup d'électricité renouvelable et on sait qu'on ne va pas pouvoir mettre des éoliennes partout, des panneaux solaires partout. Donc, à un moment, on va devoir hiérarchiser les usages. Et donc, par exemple, il vaut mieux faire rouler une voiture légère directement avec de l'électricité renouvelable que la transformer en hydrogène. Donc, il va falloir réserver l'usage de l'hydrogène. C'est la même chose pour le captage et stockage de CO2 pour les secteurs qu'on n'arrive pas à électrifier. Antoine Hamon, en 10 secondes, vous avez le mot de la fin. Tout à fait d'accord avec ces conclusions. Il faut qu'on donne la bonne réponse au bon problème. L'hydrogène fait partie de la solution. Ça ne répond pas à tous les usages, bien évidemment. Je voulais revenir sur un point qui était donné en introduction. Très rapidement. L'eau utilisée dans l'hydrogène, si vous voulez, l'équivalent pour rouler avec votre voiture toute l'année, c'est moins que l'équivalent de consommer un burger. Donc je pense que merci, la question de l'eau on a bien compris le message. Est limitée. Merci beaucoup à tous les quatre. En tout cas, c'était la dernière émission de l'année. Rendez-vous l'an prochain et rendez-vous notamment en Azerbaïdjan et surtout dans 2 ans au Brésil, autre pays producteur d'hydrocarbures pour tirer le bilan de cette délicate transition énergétique. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.